Bonsoir. Paradoxe de l'actualité à la une ce soir. Deux faits très importants. L'un est rassurant, l'autre est dramatique et les deux sont peut-être liés. Le premier, c'est la libération d'un otage occidental au Liban. John McCarthy est arrivé cet après-midi en Syrie après plus de 5 ans de détention à Beyrouth. Le deuxième, c'est l'assassinat de Chapour Bakhtiar. Le dernier Premier ministre du Shah d'Iran était tué à l'arme blanche ainsi que son chef de cabinet. Les deux hommes ont été retrouvés morts ce matin à Suresnes, près de Paris, au propre domicile de Chapour Bakhtiar. Enquête et reportage sur place, Caroline Sins, Joseph Tual. Chapour Bakhtiar a été assassiné ici, dans sa villa, au 37 rue Cluseret à Suresnes. La police, alertée par le fils de l'opposant iranien, a découvert le crime vers 11 h. Le corps de Chapour Bakhtiar aurait été retrouvé sur un divan, dans une pièce du rez-de-chaussée. Il avait la gorge tranchée. À côté, par terre, le cadavre de son secrétaire, tué lui aussi par arme blanche. Chapour Bakhtiar était sous haute surveillance policière. 4 CRS se relayaient jour et nuit pour le protéger. Les proches voisins n'ont rien remarqué d'anormal. Au 38 de la rue Cluseret, juste en face. Et puis j'ai rien vu d'abnormal ce matin. Apparemment, cette nuit, on n'a pas entendu de bruits spéciaux. Quand et comment le ou les assassins ont-ils pénétré dans la villa? Hier soir à 18 h, M. Bakhtiar avait reçu la visite de 3 Iraniens qui seraient recherchés par la police. Pour les collaborateurs de Chapour Bakhtiar, ce crime était prévisible et signé par l'Iran. M. Bakhtiar était le seul à avoir lancé tous les jours des avertissements aux puissances internationales, aux puissances occidentales, pour dire que ces gens-là n'ont pas changé de nature et qu'ils continuent à être des terroristes. Personne n'a voulu l'écouter. Vers 17 h 30, les deux corps ont été emmenés à l'Institut médico-légal pour y être autopsiés. La brigade criminelle chargée de l'enquête n'a toujours pas donné d'informations sur les circonstances exactes du crime. Chapour Bakhtiar, c'était l'un des symboles de l'opposition au régime des ayatollahs en Iran, réfugié en France depuis 1979. Il avait échappé de peu à la mort en 80 lors d'un attentat mené par Anis Nakache. Il avait 76 ans. Son portrait, Jean-Paul Gerroir. 4 juillet 79, la dynastie Pahlavi chancelle face à la déferlante islamique. Le Shah d'Iran fait une dernière tentative pour sauver son régime en nommant à la tête du gouvernement l'un de ses opposants les plus anciens et les plus virulents, Chapour Bakhtiar. Face à Khomeini, Bakhtiar incarne une alternative laïque et démocratique. La tentative tourne court, Khomeini revient, le Shah s'exile. Après 37 jours de gouvernement, Bakhtiar doit à son tour se cacher puis fuir, destination Paris. À Téhéran, les mollahs n'oublient pas l'alternative et donc la menace qu'ils représentent pour la nouvelle République islamique. Le 18 juillet 80, un commando pénètre dans son domicile de Neuilly pour l'assassiner. Échec, Bakhtiar échappe à l'attentat, mais un policier et une voisine sont tués. Très vite, l'affaire Bakhtiar devient l'affaire Nakache, Anis Nakache. Le chef du commando arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité devient l'objet d'un véritable bras de fer entre la France et l'Iran. Enlèvement de Français au Liban, vague d'attentats en 86 à Paris, pression diplomatique, l'Iran tente tout pour obtenir la libération de celui qu'elle considère comme un soldat de l'islam. La grâce éventuelle de Nakache devient en France un sujet majeur de polémique politique. Elle interviendra finalement le 27 juillet 90. De son côté, et malgré sa peur, Chapour Bakhtiar continuait à dénoncer sans relâche le régime des mollahs. Il était devenu, croyait-on, l'exilé politique le mieux protégé de France. Première réaction en France, c'est une condamnation officielle de cet attentat, condamnation exprimée ce matin par le Quai d'Orsay dans un communiqué et plus tard par Édith Cresson qui a elle aussi condamné ce lâche attentat. Fin de citation. Invité du 19-20, Monsieur Bani Sadr, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous avez été le premier président de la République islamique d'Iran et que vous êtes réfugié en France depuis 10 ans. Quelle est votre première réaction à cet attentat? La première réaction, c'est que cet assassinat fait partie d'une série d'assassinats et qu'ils ont une caractéristique commune, c'est que l'assassin reste toujours inidentifié. Vous avez peur vous-même ce soir pour votre sécurité? Certainement, d'après les informations que nous avons reçues depuis 1 mois et demi, 3 fois, le régime a établi une liste des opposants à assassiner. Vous avez été menacé dernièrement, ces derniers jours? Juste mon retour des États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, la commission d'enquête officielle vient d'être constituée par Sénat et Congrès. Et à l'intérieur de l'Iran, il y a une fièvre de révolte. Et tout ça explique cette
genre d'activité du régime iranien. Alors revenons à l'assassinat de Chapour Bakhtiar. Qui, à votre avis, a commandité cet attentat et pourquoi? Moi, je dis que ceux qui gouvernent. Personne d'autre ne peut pas le faire s'il s'agit du régime. Le régime actuel iranien? Le gouvernement actuel, pas le régime, c'est-à-dire ensemble. Le gouvernement actuel, c'est-à-dire le gouvernement de M. Rafsanjani. Pourquoi je le dis ça? Parce que depuis qu'il est au pouvoir, surtout, chaque fois qu'il y a un assassinat, qui organise leur venue de l'Iran, c'est le ministre des Affaires étrangères. Qui organise leur retour en Iran, c'est toujours ce ministère. C'est M. Velayati, son ministre des Affaires étrangères, qui organise tout ça. Comment peuvent, par exemple, les opposants de M. Rafsanjani au sein du régime commettre des actes d'assassinat et lui prend en charge de les ramener en Iran? Et on a pourtant l'impression que M. Rafsanjani tente un rapprochement avec les pays occidentaux en ce moment. Vous voyez, dès le début qu'il tentait de se rapprocher de l'Occident, à Vienne, il a assassiné 3 Kurdes avec qui il parlait. Il était en train de négocier. Et c'était les négociateurs qui l'ont assassiné. Et il a les ramenés en Iran et la police autrichienne les a accompagnés jusqu'à l'aéroport. Donc pour vous, c'est clair, cet attentat, cet assassinat est signé par le gouvernement actuel iranien? Moi, je vous dis un fait. Si l'assassin reste inconnu, cela veut dire qu'un État est derrière. C'était comme ça dans l'histoire du monde. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce qu'un des assassins, au moins, dans un des pays occidentaux, ont été identifiés? A été identifié? Pas du tout. Et c'est le gouvernement européen qui doit répondre. Comment se passe-t-il que depuis 10 ans, ce régime, il assassine? Les assassins rentrent en Iran, jamais aucun de ces gouvernements n'a donné la peine, de trouver l'assassin, même identifié. Vous attendez une réaction de la part du gouvernement français ce soir? Je n'attends pas de réaction, j'attends qu'ils réagissent. Réagissent, c'est-à-dire d'une manière concrète, dire qui a assassiné depuis, c'est pas la première. Il y a plusieurs assassinats ici en France. Est-ce que vous voyez ce soir un lien entre l'assassinat de Chapour Bakhtiar et la libération de John McCarthy par le djihad? On dit, même on a fait dire que moi j'ai dit une telle chose. Non, il y a un rapport entre la libération des otages et la constitution de la commission d'enquête officielle par législative américaine. Alors s'il y a un rapport, c'est un rapport avec cette commission. C'est faire peur à tous ceux qui peuvent témoigner ou donner des informations, qu'ils sachent que s'ils ouvrent leur bouche, leur vie est menacée. C'est ça qui peut-on dire, mais je ne crois pas. Monsieur Bani-Sadr, je vous remercie. Depuis quelques semaines, un processus de normalisation des relations franco-iraniennes était en marche. François Mitterrand devait même se rendre à Téhéran en automne. Cet attentat risque bien sûr de tout remettre en question, surtout s'il est prouvé par l'enquête que le régime iranien l'a commandité. Mais ça n'est que l'une des hypothèses possibles, des hypothèses que nous expose Jérôme Catala. Hypothèse, l'assassinat de Chapour Bakhtiar aurait été commandité par le président Rafsanjani lui-même. Plusieurs opposants iraniens rappellent que l'ancien Premier ministre du Shah figurait toujours et en bonne place sur la liste noire de Téhéran. Deuxième hypothèse, les durs du régime islamique, comme l'ancien ministre de l'Intérieur Mohtachemi, auraient voulu, en supprimant Chapour Bakhtiar, protester contre la libération des otages et donner un coup d'arrêt au réchauffement des relations franco-iraniennes. Réchauffement symbolisé par la visite de Roland Dumas à Téhéran en mai dernier et la venue d'Ali Akbar Velayati à Paris il y a un mois, avec en perspective le règlement du contentieux Eurodif. Une normalisation des relations diplomatiques franco-iraniennes voulue par le président Rafsanjani, considéré comme modéré, une normalisation qui aurait dû être couronnée par une visite officielle de François Mitterrand en Iran à l'automne prochain. Troisième hypothèse, tout en désirant se rapprocher de l'Occident, le pouvoir iranien aurait laissé assassiner Chapour Bakhtiar, le président Rafsanjani ne pouvant pas se couper de ses radicaux au moment où l'Iran connaît de graves difficultés intérieures, notamment économiques.
Certaines personnalités affirment ce soir que l'assassinat de Chapur Bakhtiar est lié à la libération de John McCarthy. Les deux affaires concerneraient le régime iranien. John McCarthy qui a été libéré en début d'après-midi après 5 ans de détention dans les geôles de Beyrouth. Première apparition de l'ancien otage à Damas, en Syrie. Et ses premiers mots ont été pour les otages toujours retenus au Liban. Philippe Pister. Eh bien, bonjour, c'est super de se retrouver ici après 5 ans. Première parole, première image d'un homme libre en début d'après-midi. Image étonnante, celle d'un John McCarthy souriant, visiblement en bonne santé malgré ses années de détention. Sous le portrait du président syrien Fayez al-Assad, le journaliste britannique préfère lire une déclaration plutôt que répondre aux questions. Terry Anderson and Tom Sutherland, and of my fellow Briton Terry Waite, when I left them 2 days ago, they were in good health and in good spirits, and that our living conditions recently are tolerable and I think we could call them good. And would say that whatever strength I've had to endure the past 5 years has really come from those men. Instant d'émotion. Le journaliste ajoute que ses ravisseurs lui ont affirmé ne pas détenir à eux seuls les 11 otages occidentaux encore au Liban. Il demande que soient poursuivis les efforts en faveur de leur libération. Confirmation, il est bien porteur d'un message du djihad islamique adressé au secrétaire général de l'ONU. Départ ensuite pour l'ambassade britannique à Damas. La joie des premiers contacts avec son père et son frère. John McCarthy doit retrouver son pays et le reste de sa famille dans la soirée. Sa mère ne sera pas là pour l'accueillir. Elle est morte pendant sa détention. Une première réaction officielle en Grande-Bretagne, celle du Premier ministre. John Major a remercié la Syrie, l'Iran et le Liban. Explosion de joie aussi à Londres. La rédaction de WTN a débouché le champagne pour fêter la libération de son caméraman. Et les cloches de Fleet Street ont sonné. Fleet Street, symbole de la presse britannique. Une information de dernière minute à propos de cette libération d'otages. On vient de l'apprendre. Un mouvement affirme avoir enlevé un agent secret français au Liban et menace de l'exécuter si un autre otage est libéré. Ce mouvement clandestin s'appelle l'Organisation pour la défense des droits des prisonniers. Nous en saurons peut-être plus au cours de ce journal. Et justement, un autre otage américain, celui-là, pourrait être libéré dans les prochaines heures. La rumeur est en effet très insistante, à Beyrouth comme à Washington. Le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar, se dit lui-même confiant. Cela pourrait être l'amorce du règlement global du problème des otages. Christine Lehéran. Well, I am still hopeful that we are going to have another one today or perhaps tomorrow. Le ton résolument prudent mais optimiste. Javier Pérez de Cuellar n'a pas avancé d'identité pour l'instant, mais ce sera probablement un Américain. Depuis hier, c'est le nom de Terry Anderson qui revient sans cesse dans les milieux diplomatiques. On l'attendait d'ailleurs dans le rôle du fameux émissaire. Sa photo avait été jointe au communiqué du djihad mardi dernier. C'est le doyen des otages. Il est retenu depuis 1985 comme son compatriote Thomas Sutherland. Ils font partie des 6 Américains retenus au Liban. C'est donc l'un d'entre eux qui pourrait être libéré. Pérez de Cuellar n'attend pas plus de 2 libérations pour l'instant. Il reste encore 2 Britanniques, dont le pasteur Terry Waite, envoyé comme médiateur par l'archevêque de Canterbury. Et toujours 2 Allemands, membres d'une mission humanitaire. Enfin, un Italien, Alberto Molinari, disparu en 1985. Le djihad a mis leur sort en balance avec celui des 400 Libanais et Palestiniens faits prisonniers par Israël. Libération globale des otages examinée par l'ONU, c'est la demande du djihad. Forme de pression sur Israël, comme l'a indiqué le ministre syrien des Affaires étrangères. La première libération est un test pour voir si les Occidentaux feront réagir les Israéliens pour qu'ils s'engagent à leur tour dans les échanges. On le sait, après l'euphorie de la libération, les anciens otages ont souvent du mal à se réadapter à une vie normale. Une équipe de médecins et de psychiatres américains va d'ailleurs accueillir à son arrivée John McCarthy. Quels sont les syndromes vécus par ces otages et comment peut-on les aider? Reportage Anne Rongère et Christophe Hérault. Image fugitive. Libéré après 3 ans de captivité, Jean-Paul Kaufmann hésite quelques secondes. Il ne reconnaît pas son fils. Tous les otages ont vécu ce moment difficile. D'un côté, la joie de retrouver les parents, les amis, la liberté. De l'autre, la difficulté de reprendre pied dans la réalité. 5 ans après, le visage de Georges Hansen porte encore les traces de l'épreuve qu'il a vécue. Et s'il était heureux ce matin de la libération de John McCarthy, il sait que le passé peut ressurgir à tout moment.
Il y avait une chèvre en Auvergne, enfin bon, c'est un peu anecdotique, mais qui était entravée par une chaîne, quoi. Et Jean-Louis était là avec moi, et puis il y a eu le bruit de la chaîne, quoi, et on s'est regardés tous les deux, on s'est souri et on s'est compris sans rien se dire, quoi. Je veux dire qu'il y a des choses comme ça dans la vie qui vous rappellent des moments, quoi. Des images furtives comme ça qui vous retransplantent dans notre détention, quoi. Épreuve physique, l'obscurité, les chaînes, les menaces. Mais tous les otages le disent. La blessure la plus profonde, c'est l'épreuve morale, l'alternance de l'espoir et de la peur. Les Américains étudient ces séquelles depuis l'affaire des otages de l'ambassade de Téhéran. En France, un chercheur vient d'écrire la première thèse sur les traumatismes nés de la détention. Cauchemars, angoisses, difficultés à renouer avec la famille. La liberté retrouvée n'est pas synonyme d'une libération psychique. Finalement, l'ouverture, c'est l'ouverture d'un univers très clos à un réel qui devient très envahissant. Pour échapper à cette angoisse, certains racontent leurs cauchemars vécus dans des films ou des livres, des images de fiction pour tenter d'oublier la réalité. L'exode albanais a repris vers l'Italie. Des cargos bondés arrivent depuis 2 jours par l'Adriatique. Les autorités italiennes tentent de refouler ces milliers de réfugiés, mais ils forcent les barrages militaires et refusent de repartir dans leur pays. Claire Sébastien. État d'alerte maximum sur les côtes italiennes de l'Adriatique. Angoisse pour les autorités du port. Le Vlora fait route sur Bari. Spectacle indicible que celui de ce cargo albanais dont les ponts sont littéralement recouverts de grappes humaines. Indifférent aux menaces des autorités portuaires, le capitaine du Vlora force le blocus des vedettes garde-côtes. Il ne pouvait contenir ses passagers, dit-il. 10 000 Albanais, en majorité des hommes, jeunes, prêts à tout pour atteindre la côte. À quelques centaines de mètres du quai, 1 millier de personnes se jettent à l'eau. Les naufragés sont aussitôt repêchés par les vedettes de la police, des carabiniers et des douanes. Le Vlora a finalement accosté. D'autre part, 2 cargos avec 675 Albanais ont débarqué sur l'île de Malte. L'Italie a déjà absorbé 20 000 réfugiés et a fait savoir qu'elle renverrait tout nouvel arrivant. Hier, pour 900 Albanais, après quelques heures passées en Italie, c'était déjà le voyage de retour, la fin du rêve ou l'espoir d'une nouvelle tentative. En France, le sort de l'entreprise Sud-Marine devait se jouer cet après-midi au ministère des Finances. Experts, syndicats et élus, ils étaient tous prêts à se rencontrer. Mais voilà, la réunion a capoté sur un simple problème d'organisation. Rappelons tout de même que 5 000 emplois sont en jeu. Marie-Claire Thiers et Pierre Dick. 16 h cet après-midi, les délégués syndicaux CGT et CGC de Sud-Marine arrivent à Bercy pour être reçus par des conseillers techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils doivent examiner le plan de reprise proposé par la société Brizard. Les délégués retrouvent dans le hall les élus locaux de Marseille et du conseil régional qu'ils ont invités à participer à cette réunion. Mais problème, le ministère fait savoir que les élus n'étaient pas conviés aujourd'hui, qu'ils seraient reçus en septembre. Après 1 heure de tractation, l'intersyndicale déçu claque la porte. Nous ne sommes pas des guignols ni des saltimbanques, donc nous partons. Fini. Comme les gens sont venus de Marseille avec nous pour soutenir Sud-Marine et tous les salariés du groupe Sud-Marine et qui ne sont pas reçus, partant de là, l'intersyndicale prend la décision de ne pas se rendre dans la réunion. Je ne comprends pas que les collaborateurs du ministre, qui ne sont que de simples techniciens pour une réunion technique, refusent de recevoir l'intersyndicale avec les élus du peuple. Il s'agit là d'une attitude dont l'État doit prendre la responsabilité. Pendant ce temps à Marseille, les dockers CGT bloquaient le port. Aucun bateau ne passait. Une action de solidarité avec les salariés de Sud-Marine qui attendent toujours de connaître leur sort. Ils ont rendez-vous demain pour un nouveau comité d'entreprise. Au lendemain de la macabre découverte de Belleuil en Belgique, l'enquête se poursuit. Le témoin numéro 1, c'est-à-dire la dernière personne à avoir rencontré les 5 victimes, a été interpellé. Il a été placé en garde à vue avec sa compagne. Reportage de la 3 à Lille, Gilles Guillon et André Thomas. Tuée d'une balle dans la tête lundi soir, la petite Élodie, 3 ans et demi, son père, sa mère et ses 2 cousins ont-ils été victimes d'une vente de voiture qui a mal tourné? Cela paraît difficile à croire, c'est pourtant vers cette hypothèse que se tourne actuellement l'enquête. Ce matin à Calais, les policiers ont procédé à l'interpellation de Philippe Guédin et de sa compagne et le SRPJ de Lille a perquisitionné leur maison de Carouble près de Valenciennes. C'est ici que lundi après-midi, les 5 victimes se seraient rendues avant de disparaître.
Frédéric et Anne-Marie Roucou, accompagnés des 3 enfants, étaient venus rapporter à Denis Guédin la Ford Escort qu'il leur avait vendue. Une transaction impossible à réaliser puisque la voiture était toujours gagée. Lundi après-midi, ils devaient donc rendre la voiture et récupérer leur argent. Selon Denis Guédin, l'échange a bien eu lieu. La Ford Escort a d'ailleurs été retrouvée dans son garage. Seulement voilà, c'est ici, à Carouble, qu'on perd la trace des victimes. Denis Guédin et sa compagne seraient les derniers à les avoir vus en vie. Ce matin, la perquisition de leur domicile a duré plusieurs heures. On n'en connaît pas encore les conclusions, mais le couple a été placé en garde à vue. Actuellement, la police poursuit ses investigations pour vérifier les déclarations de ce chômeur de 27 ans que ses voisins décrivent comme un homme plutôt discret. C'est le parquet de Valenciennes qui a désormais la charge de cette affaire. Ce soir, dans un communiqué laconique d'une dizaine de lignes, le substitut du procureur s'est contenté de signaler que l'enquête suivait son cours. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Pascal Justice. Les travaux d'extension de la station d'écoute radio de la DGSE au cœur du parc naturel de Camargue ne seront pas poursuivis. Le tribunal administratif de Marseille a suivi le commissaire du gouvernement qui, tout comme les dirigeants du parc naturel, estime que ces travaux sont nuisibles pour l'environnement. Plus question de boire l'eau du robinet dans ce petit village de Sermérieux, car ici, comme dans plusieurs villages de l'Isère, le taux de nitrate de la nappe phréatique a dépassé les 50 mg imposés par la norme européenne de sécurité. Responsables, les engrais sur le sol que de brutales fontes des neiges ont drainé jusqu'au sous-sol. Reste l'eau de source, seule épargnée par la pollution agricole. Valdo, le footballeur, est arrivé à Paris aujourd'hui pour signer son contrat avec le PSG. Le Paris Saint-Germain en avait bien besoin. Valdo doit renforcer l'attaque des Parisiens qui ont bien du mal à s'imposer au championnat de France. Le montant du transfert est estimé à 23 millions de francs. Le meneur de jeu sait bien mener ses affaires. Raymond est inoffensif. Les habitants de Rocamadour le savent bien, car souvent Raymond, le gentil vautour, s'échappe du rocher aux aigles où il demeure pour venir picorer dans les restaurants du village. C'est vrai qu'ici à Rocamadour, l'accueil est tellement sympa. Et puis on mange bien. « 37 secondes et 67 centièmes. Bravo aux athlètes américains. Ils nous ont volé le record du monde du 4 x 100 mètres, mais ils l'ont fait avec tant de talent qu'on ne peut que les féliciter. Jean-Philippe Guille. À Zurich, les sprinteurs américains, Carl Lewis en tête, vont justifier une fois de plus leur comportement et leur tenue de star. Samedi à Monaco, le Santa Monica Track Club égalait le record détenu par Morinière, Sangouma, Trouabal et Marie-Rose. Hier, les 4 Français en tenue noire n'ont pas pu résister au talent et à la pointe de vitesse de Michael March, Leroy Burrell, Dennis Mitchell et Carl Lewis. Regardez la pointe de vitesse de Leroy Burrell en bleu au couloir 5 dans la première ligne droite. Un passage de témoin sans bavure avec Dennis Mitchell, le seul membre de l'équipe US qui n'appartient pas au Santa Monica Track Club. Mitchell réussit un virage somptueux, lâche Trouabal, il lève déjà les bras, il sait que Carl Lewis est parti à grandes enjambées pour faire tomber le record du monde. 37 secondes 67 centièmes. Le seul record du monde encore français n'aura pas tenu un an. Il est battu de 12 centièmes et redevient la propriété de Lewis & Co. Les Français vont terminer deuxième en 38 secondes 39. Comme le prouvent ces images, les Américains ont progressé dans le passage de témoins et leur valeur individuelle sur 100 mètres leur permettra sans doute d'améliorer encore ce record du monde. Les sprinteurs français blessés dans leur orgueil n'ont plus qu'à préparer la revanche à Tokyo pour les championnats du monde qui débutent le 24 août. Ils n'ont que 15 jours pour surmonter leur déception et réagir. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, l'assassinat de Chapour Bakhtia. Il a été retrouvé mort ce matin dans sa maison de Suresnes. Aucune information sur les assassins et sur les circonstances de l'attentat pour le moment. Première réaction du gouvernement, celle de Roland Dumas. Il était il y a quelques minutes à l'Institut médico-légal pour saluer la dépouille de l'ancien Premier ministre iranien. Roland Dumas. La France, bien sûr, condamne énergiquement ce crime et l'espère être en mesure de pouvoir condamner le ou les criminels. Maintenant, il faut laisser travailler les enquêteurs, les policiers et les magistrats qui sont chargés de ce dossier. Cet assassinat aura des conséquences diplomatiques, monsieur le ministre. Oui. Il faut d'abord laisser
les enquêteurs poursuivre leurs investigations. Lorsque nous aurons tous les éléments, nous apprécierons, bien évidemment, les conséquences qui pourraient en résulter. Mais pour le moment, je ne tirerai aucune conclusion. Vous le comprenez bien que ce serait hâtif alors que le crime vient de se commettre. Et puis une information en urgence qui nous est parvenue pendant ce journal, après la libération de John McCarthy, un otage britannique retenu au Liban pendant 5 ans. Un mouvement clandestin a annoncé ce soir avoir enlevé un officier français des services secrets au Liban pour protester contre la libération de l'otage britannique John McCarthy. Et il a menacé de l'exécuter si d'autres otages occidentaux étaient libérés. Une rumeur dit en effet qu'un deuxième otage américain, celui-là, devrait être libéré dans les prochaines heures. Voilà, fin de cette édition. Toutes ces informations seront bien sûr développées dans Soir 3 à 22h55. Soir 3 présenté par Richard Tripot. À demain 19h. Bonsoir.